Salut à toi qui me regarde présentement, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, sujet un peu spécial, je ne vais pas parler ni de meurtre ni de tueur en série, mais on va parler d'une histoire tout aussi glauque et tout aussi abjecte, si je puis dire. Nous allons ensemble découvrir l'histoire ou les histoires cachées derrière un Disney, et ce Disney, c'est Blanche-Neige. Alors installe-toi confortablement, j'ai une histoire à te raconter. Ah, Blanche-Neige, ce Disney qui a bercé tant de personnes, dont moi, je l'avoue, je l'ai regardé environ une centaine de fois. Eh bien aujourd'hui, je suis venue tout simplement pour détruire votre enfance. Voilà, c'est dit. Donc j'espère que vous êtes prêts psychologiquement, parce que ça va être hard quoi. Saviez-vous que Disney a commencé ses longs métrages d'animation par justement le film Blanche-Neige tourné en 1937. Enfin tourné, je m'exprime mal, mais il a été dessiné en 1937. Blanche-Neige est une histoire qui, dans le film, est pleine de joie de vivre, de chansons, mêlées avec un tout petit peu d'angoisse, comme par exemple la scène avec la sorcière qui est absolument terrifiante, mais ça se passe bien. Enfin, c'est pas un film atroce, un film qui traumatise, on va dire. Bien que cette histoire bien connue soit attribuée aux frères Grimm qui l'ont créée en 1857, certains disent que la légende est beaucoup plus ancienne. Enfin, légende, on verra ça par la suite. Tout le monde connaît l'histoire, celle d'une belle fille qui est détestée par sa belle-mère. Cette dernière décide donc de l'empoisonner et il y a le prince charmant qui vient la sauver. Ils sont heureux et ont beaucoup d'enfants. Non mais regardez-le. Vous voyez ce chat là? Hein? T'es chiant. Ouais, tu peux même pas me faire un bisou. Bien que les points généraux comme le miroir, la pomme empoisonnée et le cercueil en cristal sont présents dans les deux versions de l'histoire, il y a quelques détails que Disney n'a pas vraiment dit à propos de la version des frères Grimm. Nous savons que dans les deux histoires, la mère de Blanche-Neige disparaît prématurément et que le père, pour toujours avoir une présence maternelle, une figure maternelle, va se marier avec une autre femme. La nouvelle reine, cependant, se révèle être méchante, coléreuse et vraiment genre la pire des reines ever. Surtout quand son miroir magique qui lui parle à tout va, lui dit que ce n'est plus la plus belle du royaume, mais que c'est Blanche-Neige. Aveuglée par la jalousie, elle ordonne à un chasseur, comme ça, trouvé au pif, de tuer la jeune femme et de lui ramener son foie et son cœur. Comme ça, le mec, il prouve bien à la reine qu'il a tué Blanche-Neige. Mais attendri par la bonté de la jeune femme, le chasseur va tendre un piège à la reine en lui apportant des organes de sanglier et il va libérer Blanche-Neige dans la forêt. Alors, je sais pas trop comment la reine a pu confondre des organes d'êtres humains et des organes de sanglier, mais en tout cas, c'est passé crème. À ce stade-là, tant dans le film que dans la version de 1857 des frères Grimm, on arrive au moment où Blanche-Neige rencontre les 7 nains dans la forêt. Ils vont donc la garder avec eux pour qu'elle soit en sécurité. Une atmosphère d'amitié, de sympathie et de collaboration s'installe alors entre Blanche-Neige et les 7 nains. Tout semble aller pour le mieux dans le meilleur des mondes jusqu'au moment où le miroir magique de la reine annonce encore que Blanche-Neige est la plus belle du royaume. C'est donc comme ça que la reine apprend la supercherie du chasseur.
et on ne sait pas ce qu'il est devenu. Lui, il a dû passer un sale quart d'heure. Ni une ni deux, c'est fini les conneries, la reine décide elle-même d'éliminer Blanche-Neige. Par rapport au film où la reine se déguise en vieille femme, une espèce de paysanne qui vend des pommes et qui arrive à en refourguer une à la princesse qui meurt, hein, du coup. Enfin, meurt. Non, c'est pas vrai. Parce qu'un bisou et tout est guéri, mais vous avez compris. En 1857, la reine fait 2 autres tentatives dont on n'est absolument pas au courant dans le Disney. La première étant de serrer une courroie où j'ai vu un tour de cou dans une autre version autour de la taille de Blanche-Neige pour qu'elle s'évanouisse. Sauf que clairement, c'est un échec. Et la deuxième tentative a été de lui offrir un peigne empoisonné dont elle ne se servira pas, visiblement. Ce n'est seulement qu'après ces 2 tentatives infructueuses que la reine décide de lui offrir une pomme empoisonnée et là, elle réussit enfin son coup. Après avoir mangé la pomme, dans le film comme dans le livre, Blanche-Neige plonge dans un état de mort apparente et elle va être placée dans un cercueil en cristal, donc déjà la Queen, dans les bois. Alors pourquoi dans les bois ? À la vue de tout le monde comme ça, je ne sais pas, mais c'est un peu particulier. Mais là, on a quelque chose d'incroyable qui se passe dans la version des frères Grimm, qui ne se passe pas du tout dans le Disney, mais c'est vraiment genre... je ne comprends pas. Avant que le prince donne un baiser à Blanche-Neige et qu'elle se réveille paisiblement, devinez ce qu'il va faire le roi. Le prince, pardon, il n'est pas encore roi. Un fait très étrange va se produire. C'est le cas de le dire. Le garçon va demander dans le plus grand des calmes à son serviteur de transporter le cercueil où il y a Blanche-Neige dans son château pour qu'il puisse observer le teint blanc de Blanche-Neige pendant genre des jours et des jours et des jours. Est-ce que c'est un gros psychopathe ? Oui, très clairement. Mais par le plus grand des hasards et très malheureusement, le serviteur va trébucher sur une racine d'arbre et le cercueil il va se casser la gueule et il va dégringoler dans les bois. Ah, c'est même pas dans les bois, c'est dans un ravin. Donc c'est bien pire. Donc là on est sur une mort certaine. Donc le cercueil, il roule, ça va être horrible à vivre. Et par le plus grand des miracles, Blanche-Neige, elle va recracher la pomme empoisonnée qu'elle avait mangée grâce à cet incident. Et du coup, c'est comme ça qu'elle va revivre. Donc Blanche-Neige se réveille par vraiment un destin incroyable. Et elle va tomber amoureuse du prince. Ils vont donc organiser leur mariage où ils vont même inviter du coup la belle-mère. Ça a dû lui faire extrêmement plaisir. Toutefois, la différence la plus flippante se trouve dans la fin de la vie de la belle-mère. Dans la version originale de ce conte allemand, le comte devient roi et ils décident tous les deux de visiter les plusieurs royaumes pour pouvoir célébrer ça. En arrivant au palais de la belle-mère, celle-ci est outrée de voir qui est la nouvelle reine. Blanche-Neige et le roi décident immédiatement de la punir pour tentative d'assassinat. En châtiment, la belle-mère est forcée de porter des chaussures de fer brûlant sur le feu et de danser jusqu'à épuisement, jusqu'à ce qu'elle s'évanouisse et qu'elle meure. Ouf comme fin de vie. Et dans une autre version, j'ai vu que la reine était tout simplement envoyée en exil, genre dans la forêt, en prison, et qu'on ne l'a jamais plus revue. Le vrai conte de fées de Blanche-Neige est donc bien différent de celui que nous connaissions tous. On sait que les frères Grimm ont trouvé leur inspiration dans le folklore allemand, mais certains chercheurs affirment que pour le conte de fées Blanche-Neige, les 2 écrivains ont pris en compte des personnages qui ont réellement existé. On présume l'origine du conte au sud de la Basse-Saxe, dans le massif des 7 monts, une chaîne de collines dans le
Je vous l'écris parce que je ne sais absolument pas le prononcer. Où les frères Grimm aimaient se promener et récolter pas mal de petites histoires. Au nord-ouest de ce massif, on trouve un lieu lié à une mine qui s'appelle Osterward. Il s'agit d'un lieu dit de la ville de... Je vous le mets ici. À cet endroit précis, on exploite le charbon depuis le XVIe siècle. Et on produit également dans la région beaucoup de verre. C'est un peu leur spécialité. Un peu plus loin, je vous passe les détails géographiques, mais non loin d'Alfeld, on peut apercevoir les ruines du château de Stauffenburg où la méchante belle-mère aurait résidé. Une autre référence est que les frères Grimm auraient étudié dans une université dans la région. En 2002, les habitants d'Alfeld vont même renommer une partie de terre, enfin un chemin, comme ceci, qui veut dire le sentier de Blanche-Neige. Un peu plus concret cette fois, nous allons parler de deux personnages qui ont réellement vécu et qui ont fortement, on pense, inspiré Blanche-Neige. Elles ont toutes les deux en commun des parents qui sont très peu présents, qui les laissent limite à l'abandon. Et elles ont eu une mère qui est morte peu après l'accouchement et qui a été remplacée par une belle-mère qui est vraiment ultra vénère. Genre vraiment plus froide et moins aimante que ça, tu meurs. Je vous présente Margaretha von Waldeck. Et je ne sais pas pourquoi je prends cet accent parce que ce n'est pas du tout italien. Une comtesse allemande née en 1533 en tant que deuxième fille de Philippe IV, comte de Waldeck-Wildengen, et de sa première femme. C'était une beauté exceptionnelle avec, comme vous l'avez deviné, une peau claire, des lèvres couleur rubis, mais des cheveux blonds plutôt que foncés. Mais ça c'est pas très grave parce qu'au tout début, quand ils ont commencé à écrire leur histoire, les frères Grimm avaient mentionné une fille blonde et non brune. Enfin, c'est même pas brune là, c'est vraiment les cheveux noirs. À peine âgé de 4 ans, sa mère est morte et peu de temps après, Philippe a épousé la belle mais vaine et sévère Katharina van Arsfeld, qui est vraiment une peau de vache. Et selon les histoires, Katharina aimait tellement admirer son propre reflet que Philippe lui a donné un grand miroir orné comme cadeau de mariage. Malheureusement, il n'y a aucune preuve qu'il parlait, à part si c'est elle qui était folle. Katharina n'aimait pas du tout les enfants que Philippe avait eus avec son ancienne compagne, et en particulier la belle et bien aimée Margaretha. Alors, quand la fille avait 16 ans, son père et sa belle-mère l'ont renvoyée trouver un mari approprié à la cour royale de Bruxelles, où elle s'est avérée aussi populaire qu'à la maison. Elle et le futur roi Philippe II d'Espagne sont tombés amoureux, mais leurs relations ont été troublées car les autorités espagnoles espéraient un match plus politiquement avantageux. Katharina, elle aussi, ne voyait pas du tout d'un bon œil la relation qu'entretenait Margaretha avec Philippe II, puisqu'elle avait vraiment trop peur qu'elle la surpasse en richesse et en beauté. Heureusement pour eux, si on peut dire les choses comme ça, Margaretha va tomber malade à 21 ans et elle va s'éteindre le 13 mars 1554 d'une mystérieuse maladie. Il est largement spéculé qu'elle aurait pu être empoisonnée, ça nous rappelle des trucs, soit par les autorités espagnoles, soit par la belle-mère. Historiquement parlant, le premier suspect est probablement le bon, même si du coup c'est beaucoup mieux, on va dire, pour un conte de dire que c'est la méchante belle-mère qui a tué sa fille qu'elle rejetait. En effet, dans les chroniques de la ville de Waldeck, on retrouve la mention qu'elle fut empoisonnée. L'écriture troublante de son testament laisse à croire à un empoisonnement par arsenic typique de l'époque. Alors que l'histoire de Margaretha van Waldeck ne fait aucune mention d'une pomme
empoisonnée, un homme de sa ville natale allemande a été arrêté et jugé pour avoir donné des pommes injectées de poison à des enfants locaux pour se venger d'avoir volé dans son verger plusieurs décennies plus tard. En outre, la région d'Allemagne d'où elle venait était très riche en gisements de cuivre. Donc il y avait des mines et dans les mines, généralement, ceux qui travaillaient, c'était des enfants qui n'atteignaient pas leur taille maximale et qui avaient souvent la colonne vertébrale qui est voûtée. Et donc, on aurait dit des nains. La famille de Waldeck, donc la famille de Margaretha, en avait d'ailleurs 7. Et je parle pas des nains, je parle des mines, hein, qu'on soit d'accord. Selon le chercheur Karl-Heinz Bartel, Blanche-Neige s'identifie à Maria Sophia Margaretha Katharina von Estal. Et je ne prononcerai plus ce nom, je vais l'appeler Maria, comme ça c'est mieux pour tout le monde. Elle est née à Lorre le 15 juin 1725 et c'est la fille d'un magistrat du prince de Saxe. Il vivait dans un château, le château de Lorre, dont son emplacement et ses environs sont très similaires aux descriptions utilisées par les frères Grimm. C'était vraiment le domicile familial. Après la mort de la mère naturelle de Maria en 1741, le père se remaria le 15 mai 1743 avec Claudia Elisabeth Maria von Willingen, veuve du comte impérial de Reichenstein. Je vous l'écris là parce que je ne sais pas du tout le prononcer. Cette femme se comporta vraiment d'une façon ignoble et elle va utiliser en fait son rang pour privilégier ses propres enfants au détriment des enfants de l'ancienne femme de son mari. Ce qui fut largement facilité par le fait que Philippe Christophe, donc le père de Maria, n'était jamais là. Il était tout le temps en déplacement à cause de son travail et donc ça laissait le champ libre pour la belle-mère pour qu'elle puisse faire ce qu'elle voulait des enfants. Ce luxueux et vraiment très très grand miroir d'une hauteur d'1,60 m que vous voyez là se trouve toujours au château et peut être vu de nos jours au musée de Spensart. En fait, c'était, comme vous vous en doutez, un cadeau du père à la belle-mère. Hein, voilà, on commence à être habitué. Je sais pas ce qu'ils ont tous à vouloir offrir le même cadeau, mais il va falloir arrêter. Comme beaucoup de miroirs de l'or, il y a inscrit dessus une maxime. Donc pour faire ultra simple, en gros, il y a marqué une phrase sur le miroir. Et c'est pourquoi, tout simplement, on les appelle des miroirs parlants. Et on peut voir sur le médaillon en haut et à droite qu'il y a une indication très claire sur l'amour-propre. Revenons à la belle-mère de Maria qui décidément est la cause de tout ce merdier. Son mépris pour la jeune fille était tel qu'un jour elle a décidé de l'abandonner en forêt. Voilà, juste ça. Elle s'est dit, j'en ai marre, tu dégages. Allez. Et elle va l'abandonner dans une forêt où il y a pas loin des mines où travaillaient des personnes de petite taille, voire des enfants. Commence à connaître la chanson. Des enfants tout simplement parce qu'ils pouvaient se glisser plus facilement dans les tunnels creusés. En effet, c'est là en 1750 qu'environ 500 mineurs extrayaient l'argent et le cuivre. Ces mines se situaient à Biber qui ne se trouvait pas sous l'autorité des von Hertal, donc la famille de Maria, mais sous la protection de celle du comté de Hanau. La mère n'y avait donc aucun droit légitime sur Blanche-Neige. On peut émettre la théorie qu'elle ait pu se faire passer pour une marchande, une vieille femme ou une paysanne pour se débarrasser de sa rivale, si on peut dire ça comme ça. Là, on va rentrer dans des suppositions que j'ai trouvées à droite à gauche, mais je trouvais ça
quand même intéressant de vous les partager. Fait intéressant, les princes, les hauts placés, avaient limité l'installation des forges et des mines dans le haut de Spessart, donc là où habite Maria, aux personnes pouvant leur être utiles, et notamment des chasseurs, comme celui qui a été missionné pour tuer Blanche-Neige. Donc on peut relier aussi le tragique destin de Maria à Blanche-Neige. La belle-mère a peut-être tenté de tuer Maria par le biais d'un chasseur qu'elle a dû trouver comme ça à la volée dans un coin de rue, voilà. Parlons un peu de la pomme rouge qui a empoisonné Blanche-Neige. Son origine dans l'histoire de Maria est très simple. Les vergers sont encore de nos jours très répandus dans les collines autour de l'Or. Au 19e siècle, les habitants avaient même fondé un club de consommateurs de cidre, donc c'était vraiment des bourrins les gars, qui se nommait très délicatement la Buffonia. De même, on a pu retrouver des textes qui indiquaient comment la belle-mère a pu empoisonner la pomme. La moitié de celle-ci fut plongée dans du jus de méladone. Cette plante pousse également dans la région de Spessart et autour du château Van Hertal. Ces fruits contiennent de l'atropine. Et l'atropine, qu'est-ce que c'est? Attention. Cette substance est une sorte de stupéfiant qui crée une paralysie générale semblante à celle de la mort. Ça donne envie. En réalité, de ce que j'ai pu voir, Maria serait morte de la variole. C'est un peu moins sexy, mais bon. Et vu que les citoyens détestaient de fou la belle-mère, ils ont décidé de raconter cette histoire. Le cercueil de verre et les chaussures de fer brûlant peuvent également être reliés à l'histoire de Maria, puisque à l'époque, là où elle vivait, il y avait une énorme verrerie qui aurait pu construire ce genre de cercueil. Et il y avait aussi tellement de minerais, enfin c'était vraiment un lieu où on fabriquait du métal, etc. Donc ils auraient clairement pu construire des chaussures en fer qui brûlent sa mère les pieds. Comme je vous l'ai dit, ce sont les habitants de l'Or qui vont du coup véhiculer une histoire par rapport à Maria et ils vont la décrire vraiment comme étant une fille pleine de bonté, très souriante, très avenante, très joyeuse. Enfin, elle était vraiment l'âme d'une vraie princesse. Avec les histoires de nos deux personnages, on peut voir que le Disney Blanche-Neige est bien plus qu'une simple histoire de conte de fées. C'est vraiment beaucoup plus sombre et tragique que on peut nous le faire croire, et ça montre qu'il ne faut pas s'attacher à des choses éphémères telles que la beauté et la jeunesse. La patience et l'humilité sont toujours récompensées alors que la vanité peut mener à la chute. Je pense que c'est la meilleure morale qu'on peut tirer de toutes ces histoires. J'espère vous avoir fait découvrir des choses parce que moi perso je savais pas du tout que c'était vraiment relié à des faits réels. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Ma caméra a décidé de s'éteindre alors qu'il me restait qu'une seule phrase à dire, donc je vous l'ai dit là. Je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles histoires à raconter. Bye!